Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Antoine Fouché, essayiste et président de la société de conseil Quintet, avec Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Trump de pire en empire », empire étant écrit en un seul mot, et ce numéro est chapeauté ainsi: jusqu'où ira Trump dans son obsession de sécuriser ses intérêts, mais aussi de rivaliser avec Pékin. La bataille en cours est une bataille pour l'avenir, le pétrole du Venezuela et les réserves du Groenland qui seront peut-être rentables dans quelques années, la route de l'Arctique qui sera peut-être praticable quand les icebergs se seront liquéfiés. Dans ce numéro, nous vous proposons une plongée dans la logique d'un pays pour qui il y a toujours une nouvelle frontière à conquérir. Nous sommes en public et en direct à Sciences Po, à l'invitation de son directeur, que nous remercions, et comme nous le faisons lorsque nous allons à l'école alsacienne, cette émission sera suivie d'un échange avec le public que nous mettrons en ligne mercredi prochain. Je remercie chaleureusement celles et ceux de nos auditeurs qui ont envoyé ces dernières semaines leur contribution à notre financement, et je rappelle aux autres qu'il n'est jamais trop tard. Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 8 février. On peut déjà s'y inscrire et toutes nos émissions, je vous le rappelle, font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par la première des questions que nous avons souhaité traiter, qui est la question de savoir de quoi le Mercosur est-il devenu le symbole. Après plus de 26 ans de négociations, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays du Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, a été approuvé à Bruxelles par les États membres de l'Union à la majorité qualifiée. La France s'y est opposée, ainsi que la Pologne, la Hongrie, l'Autriche et l'Irlande. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a paraphé samedi le traité au Paraguay. L'accord Mercosur n'est pas un accord agricole, mais un accord global où l'Union a beaucoup à gagner dans le secteur des biens industriels et des services, actuellement très protégés, tandis que certains pays craignent la concurrence dans les domaines agricoles les plus sensibles de l'Union, le bœuf, la volaille et le sucre. Le débat franco-français sur le Mercosur reflète les intérêts divergents et s'inscrit dans une crise plus large de l'agriculture française. Parmi les pro-Mercosur, la filière des vins et des spiritueux, l'un des piliers de la puissance française agricole à l'export, avec 15 milliards 600 millions d'euros expédiés en 2024. Avec eux, les producteurs et les industriels du lait qui trouvent des avantages à l'accord, mais en tête des adversaires, les éleveurs de bovins, de volailles et les betteraviers. Première puissance agricole de l'Union, la France est enlisée dans une colère des agriculteurs qui revient par vagues incessantes. Pourtant, l'International Trade Center indique, je cite, qu'en 2024, la France a exporté 7 milliards d'euros de marchandises vers les pays du Mercosur, soit environ 1,2% des exportations totales, et qu'elle a importé un peu plus de 3 milliards d'euros de marchandises, soit environ 0,5% des importations totales. Mais si l'impact macroéconomique de ce traité avec le Mercosur ne devrait pas peser très fort, il est éminemment symbolique. Pour Jean-Luc Demarty, ancien directeur général du commerce extérieur de la Commission européenne, je cite, « En réalité, le Mercosur est devenu le bouc émissaire des problèmes de compétitivité de l'agriculture française qui se jouent essentiellement à l'intérieur de l'Union. Entre 2010 et 2024, le revenu agricole ne progresse que de 15% en France contre 77% en moyenne européenne, 170% en Italie, 70% en Italie, 86% en Pologne et 79% en Espagne. Selon lui, les chiffres montrent sans ambiguïté que cette situation est imputable à la politique agricole et économique nationale, du Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy à l'agroécologie de François Hollande, poursuivi souvent en pire par Emmanuel Macron.
Excès de normes, surtransposition de normes européennes souvent déjà excessives, bureaucratie, impossibilité de construire ou d'agrandir des bâtiments d'élevage, fiscalité plus élevée, priorité aux exploitations trop petites et limitation de leur taille, coût du travail, en particulier pour les fruits et pour l'abattage, tout cela est tout à fait en cause. Dans un monde où Donald Trump se retire de 70 organisations internationales et déclenche une guerre commerciale avec le reste du globe, l'alliance euro-sud-américaine pourrait prendre une importance géopolitique cruciale. Sur cette question, Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. La première question qu'on peut se poser, me semble-t-il, c'est est-ce que le débat franco-français est la forme d'hystérie à laquelle on assiste dans notre pays, et je pense qu'on peut parler d'hystérie parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc il y a une spécificité française là-dessus. Est-ce que ça tient au contenu de l'accord ? Et je pense que quand on essaye de le regarder avec le plus honnêtement possible, il n'y a rien dans cet accord qui permette de dire de façon honnête, pardon d'utiliser cet adjectif, mais de dire de façon honnête qu'il y a une menace pour la souveraineté alimentaire française en quoi que ce soit. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? Tout simplement les quotas qui ont été mis en place, puisque le traité prévoit qu'il y aura des quotas d'importation sur lesquels les droits de douane rabaissés vont s'appliquer, et ces quotas, c'est pas 10, 15, 20%, c'est 1,5%. Donc, quand on baisse des droits de douane sur 1,5% de la consommation européenne, il faut un sacré dose de mauvaise foi pour dire qu'on est en train de remettre en cause la souveraineté alimentaire du pays ou l'indépendance, quel que soit le terme qu'on prend. Donc, c'est pas le contenu. Dans l'introduction, Philippe, vous avez dit que la France est la première puissance agricole de l'Union européenne. C'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Et ça sera peut-être même pas vrai l'année dernière. Enfin, l'année dernière, on n'a pas encore les chiffres bilan 2025. On était le 2e exportateur du monde. On est devenu le 6e. Et puis surtout, le Made in France agricole couvre de moins en moins la consommation des Français. Le Made in France en matière d'agriculture, c'était 80% il y a 50 ans. C'est-à-dire 80% de ce qu'on consommait de produits agricoles et alimentaires, c'était fait en France. Au début du 21e siècle, c'était 70%, et selon l'INSEE, aujourd'hui, c'est 60%. Depuis aussi le début du 21e siècle, tous les produits agroalimentaires, tous, sans aucune exception, sauf le vin et les céréales, voit la balance commerciale se dégrader. Et là, c'est-à-dire qu'on importe de plus en plus et on exporte de moins en moins. Surtout, sauf le vin et les céréales. Et quand on fait un focus sur ce qui a focalisé l'attention ces dernières années, c'est-à-dire la volaille, les chiffres de l'INSEE sont absolument effrayants. En 20 ans, on a diminué par 2 les exportations et on a augmenté par 8 les importations, de sorte qu'aujourd'hui, un poulet sur 2 qu'on consomme dans notre pays n'est pas produit en France. Et donc, je pense que quand on met quand on a ces ordres de grandeur-là en tête, on se rend compte que même si le contenu de l'accord en lui-même, puisque c'est 1,5%, ne peut pas être taxé de remettre en cause la souveraineté alimentaire, d'être un danger pour l'agriculture française, quand on prend le déclin, en fait, de l'agriculture française par rapport à l'Union européenne depuis une vingtaine d'années, on se dit que c'est pas là, pour le coup, du point de vue inverse, de mauvaise foi, de considérer que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que c'est un coup de poignard de plus, ou en tout cas une lâcheté politique de plus, de ne pas défendre les agriculteurs par rapport à un mouvement à l'intérieur de l'Union européenne qui fait que c'est de plus en plus difficile de produire et d'exporter depuis notre pays. Et alors, j'en viens à la conclusion, du coup, une fois qu'on a essayé de prendre en compte les deux points de vue, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, me semble-t-il, que là, en tout cas, c'est le point de vue que je voudrais partager, que le Mercosur n'est en rien une menace, mais la colère des agriculteurs est tout à fait légitime. Et elle est légitime parce que c'est nos contradictions à nous, Français, de demander aux agriculteurs de commercer et de produire dans un monde, surtout à l'intérieur de l'Union européenne, de plus en plus ouvert, mais pas avec le même coût du travail, pas avec les mêmes normes et pas avec les mêmes contraintes d'exportation. Et donc, en fait, on leur demande l'impossible. Et on se défausse sur eux de nos contradictions, que ce soit les contradictions des hommes politiques qui mettent des normes pour répondre à des enjeux, ça a été dit tout à l'heure, des enjeux de coalition politique,
qui peuvent être temporaires, par exemple des normes qui sont les normes les plus exigeantes de toute l'Europe en matière écologique, et pourquoi pas? Mais on ne peut pas demander aux agriculteurs d'avoir les normes les plus écologiques et en même temps le coût du travail le plus élevé et en même temps d'être compétitif. Ça, c'est pas possible. Il y a une contradiction absolue. Donc, si on leur demande d'avoir des normes les plus écologiques, il faut les subventionner pour compenser ce coût-là. Ou alors, il faut accepter que nos produits soient plus chers et donc de perdre des parts de marché à l'exportation, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années. Et donc, c'est le reflet, me semble-t-il, de quoi est-il le symbole? C'est le reflet de nos contradictions et de nos hypocrisies. Parce que nous laissons tomber, en un sens, les agriculteurs qui sont pas moins travailleurs, qui sont pas moins bien organisés, qui n'ont pas des exploitations, j'ai vérifié ça hier soir, plus petites que la moyenne européenne. Les exploitations agricoles françaises, en moyenne, elles sont plus petites. Donc, c'est pas qu'ils sont moins modernes. Tout ça, c'est pas vrai. Nous leur mettons plus de contraintes et nous leur demandons, dans un marché ouvert, d'être compétitifs. C'est impossible. On doit choisir soit moins de contraintes pour qu'ils soient compétitifs et un autre coût du travail pour qu'ils soient compétitifs, soit une compensation financière, donc une augmentation du coût de l'alimentation, voilà, pour défendre nos agriculteurs. Mais c'est le symbole, me semble-t-il, du divorce entre une partie du pays et les agriculteurs. Et de ce point de vue-là, on peut à la fois dire que c'est risible l'attitude de la France au niveau européen et n'est pas justifiée par le contenu de l'accord, et comprendre fondamentalement la colère des agriculteurs qu'on laisse tomber dans le pays depuis 20 ans. Nicole Nézat-O. Oui, je vais continuer sur la même veine. Je crois que l'opposition nationale au Mercosur, c'est un peu notre nouvelle Marianne, c'est notre drapeau tricolore, notre unité nationale retrouvée alors qu'on se dispute absolument sur tout. On a réussi, là, il faudrait peut-être remercier le Mercosur, à faire de nouveau nation contre quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça traduit pour moi? Ça traduit premièrement une inquiétude française très général. Le soutien, dans les sondages qu'on a eus, plus de 80% des Français soutiennent le mouvement des paysans contre le Mercosur. Ça veut dire que beaucoup de Français considèrent que le monde agricole, et notamment les paysans, sont en première ligne d'une paupérisation inévitable due aux conditions du marché agricole et du marché agroalimentaire mondial, que s'il y a un domaine où le déclassement social est visible en France, c'est effectivement le domaine de l'agriculture, avec ce chiffre donc où le revenu agricole augmentait de 65% entre 1993 et 2000, et depuis les années 2000, il n'augmente plus, quand il augmente, que de 15%. Et donc, il y a une anticipation de l'ensemble de la population française sur un risque identique de paupérisation qui pourrait arriver à d'autres secteurs économiques, le textile, l'automobile, les services, tous ceux qui risquent de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est ça, c'est ce soutien, parce qu'il y a une anticipation d'une paupérisation des classes moyennes françaises. C'est ça que manifeste aujourd'hui, me semble-t-il, le soutien aux paysans contre le Mercosur. Ça, c'est le premier point. Donc une France qui a peur, en fait. Le deuxième point, c'est le refus du monde tel qu'il est. C'est pas le déni du monde, comme le dit de Marty dans son très bon papier d'ailleurs. Les Français sont pas stupides. Ils savent bien qu'on vit plus longtemps, donc il faudrait changer l'âge de la retraite. Ils savent bien que le marché est mondialisé, donc qu'on peut pas revenir aux 30 glorieuses. Ils sont pas idiots. Simplement, ils ne veulent pas de ce monde. Je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas le déni du monde, c'est le refus du monde tel qu'il est. C'est un peu les Français voudraient que le monde reste classiquement celui qu'ils ont connu pendant les périodes. Et donc c'est un peu, je crois, cette opposition au Mercosur, c'est le dernier barreau d'honneur de la France qui dit non à la retraite, qui dit non aux réformes structurelles, qui dit non à tout et qui crée d'ailleurs l'incompréhension de nos partenaires. Et à partir de là, on peut avoir un débat. Est-ce que ces Français sont
le signe ou même la cause d'un déclin inévitable, d'un déclassement, d'une disparition même de la puissance française dans l'ensemble européen et mondial, ce qui est souvent la thèse d'un de nos amis d'ailleurs, Nicolas Bavray par exemple, ou est-ce qu'au contraire cette opposition est aussi la marque non pas de notre aptitude au déclin, mais de notre aptitude à la révolte, à la résistance. Et moi, je veux croire que ce débat est ouvert. Et je termine là-dessus parce que franchement, le monde qu'on nous demande d'accepter comme inévitable, qui est fait de cette fatalité libérale, des grands marchés, d'une intelligence artificielle que personne ne contrôle, d'une ouverture au monde, d'une dépendance à l'Amérique que personne ne sait comment gérer, ce monde-là n'est pas forcément un monde enviable, ni même aimable pour les jeunes générations qui viennent. Et donc, je crois que l'opposition française au Mercosur est peut-être absurde, dérisoire, sans doute inutile, mais qu'elle n'est certes pas ridicule. Elle montre quand même qu'il y a en Europe une possibilité de faire autre chose que ce monde complètement fou dans lequel on nous a installés. Marc-Olivier Padis. Antoine et Nicole ont parlé de la quasi-unanimité française autour de ce rejet du Mercosur. Moi, je vais briser cette unanimité et m'inscrire un peu différemment par rapport à ce qu'ils ont dit. D'abord, je voudrais rappeler, et ça c'est juste un élément factuel, que bien sûr, ce qui cristallise le rejet de ce texte, c'est l'agriculture, mais c'est un texte qui ne concerne pas que l'agriculture. Et en fait, il concerne même très, très minoritairement les questions agricoles. D'abord, c'est un accord global qui porte aussi sur l'industrie, les services, etc. Et si on prend le sujet comme ça, on se rend compte que effectivement, la singularité française, on peut l'expliquer par la situation de notre système productif. C'est-à-dire que par rapport à nos voisins européens, qui sont beaucoup plus allants sur cet accord, notre système productif a moins d'atouts pour profiter d'un accord comme celui du Mercosur que d'autres pays. Pour 3 raisons. Le premier, c'est que la France s'est beaucoup désindustrialisée et donc toutes les opportunités d'exportation industrielle sont beaucoup moins intéressantes pour nous. La deuxième, c'est qu'on est une économie de beaucoup plus de services de ce fait. Et troisièmement, parce que les entreprises françaises, surtout les multinationales, ont déjà beaucoup investi directement dans ces pays. Et notamment le plus grand d'entre eux, le Brésil. Par exemple, Renault et Stellantis produisent déjà des automobiles au Brésil et en Argentine. Donc, par rapport à l'automobile allemande qui se dit on va exporter nos véhicules là-bas, les Français, ils les construisent déjà sur place. Donc, le fait que les droits de douane diminuent, c'est beaucoup moins intéressant pour les entreprises françaises. Mais c'est vrai, donc, pas seulement l'automobile, Alstom aussi est présent au Brésil. Et dans les services, on est très, très présent. Carrefour, Engie, Veolia, Edenred, la RATP, la CMA, CGM. Tout ça, c'est des entreprises en fait, qui sont françaises, mais qui sont déjà sur le marché et donc qui, elles, ne se mobilisent pas pour dire il faut absolument signer cet accord, etc., parce que pour elles, un tel accord ne sert à rien. Donc, la question, c'est que pour la France, la balance des avantages et des inconvénients d'un tel accord n'est pas la même que pour les autres pays européens. Alors, côté avantages, il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre d'avantages à cet accord. D'abord, c'est une affirmation géopolitique de l'Europe comme un acteur capable, un des grands acteurs commerciaux capable de structurer les échanges commerciaux au niveau mondial avec un des grands partenaires de ces grands pays d'Amérique du Sud. Deuxièmement, c'est une manière de contrer l'offensive de Trump sur les droits de douane en ouvrant des nouveaux canaux commerciaux et en disant, bon, ben d'accord, si vous renoncez aux échanges commerciaux internationaux, nous, on joue notre jeu de notre côté et on continue. Et troisièmement, c'est un accord qui permet aussi de sécuriser un certain nombre d'approvisionnements en matériaux critiques qui sont indispensables pour la transition écologique et la révolution numérique qui se poursuit. Donc, il faut quand même remettre ça, je trouve, dans le tableau. Ensuite, le côté agricole. Antoine a redonné les chiffres qui redonnent un peu la mesure des choses. Il faut redire que le monde agricole est divisé
et qu'on n'entend qu'une partie du monde agricole. Il y a beaucoup d'acteurs agricoles, notamment Philippe l'a dit dans l'introduction, les gros secteurs exportateurs, donc les vins et spiritueux et puis les laitages, sont bien silencieux. Et on les entend pas tellement défendre les petits producteurs et les éleveurs qui sont inquiets pour leur élevage de viande. Et donc je trouve le débat, moi je comprends, tout le monde a envie de défendre les agriculteurs, on a envie de défendre aussi leur rôle par rapport au paysage, etc. Enfin, il faut rappeler, Antoine dit qu'il faut les subventionner. On n'a pas attendu ce matin pour découvrir qu'il fallait subventionner les agriculteurs. Ils sont déjà subventionnés par la PAC et c'est une très bonne chose. Deuxièmement, on a quand même le droit de dire qu'il y a un certain nombre d'impacts négatifs du système de production agricole tel qu'il existe aujourd'hui et dont les agriculteurs sont les premières victimes. Ils sont victimes dans le monde viticole, le nombre de cancers est absolument incroyable. Donc de dire qu'il faut des normes, c'est quand même pas monstrueux, c'est prendre soin de la santé des agriculteurs et des consommateurs, ça me semble quand même la moindre des choses. Et moi je vois pas où est l'hypocrisie là-dedans. On veut une agriculture qui ne détruise pas les populations d'oiseaux, comme c'est le cas actuellement, etc. Je m'étends pas sur les effets négatifs. Le système de production agricole, évidemment, on a beaucoup, de sympathie et d'inquiétude pour les petits éleveurs, mais en fait, il y a un système qui doit être remis en cause. Et donc, effectivement, c'est la responsabilité des pouvoirs publics d'accompagner un certain nombre de transitions, mais on ne peut pas complètement renoncer à tout. Donc, je trouve que, en l'occurrence, la France, pour conclure, a dû prendre sa perte au niveau européen, constater qu'on était complètement minoritaire, qu'on n'était pas capable de renverser la situation. Moi, je pense qu'il vaut mieux essuyer une défaite que se tirer une balle dans le pied, et donc c'est la situation actuelle. Michaela Wiegel. Oui, pour rester à l'image, je crois justement la France a accepté une défaite et s'est tiré une balle dans le pied. Alors, j'ai l'honneur en quelque sorte, de poser un regard allemand sur ce débat français. Et je pense tout d'abord, c'est quand même assez remarquable que sur un sujet aussi essentiel, la France et l'Allemagne, alors que objectivement la relation entre le président et le chancelier allemand s'est améliorée, ne trouvent pas un terrain d'entente, et que la France vote non à côté de l'Hongrie sans que ça ait aucune conséquence dans le procédé de l'Union européenne. Donc, ça montre, si on se repose la question de quoi le Mercosur est le symptôme, c'est aussi une stratégie française au sein de l'Europe qui, pour le dire poliment, pas constructive du tout. Je pense qu'il faut pas trop caricaturer. Ce traité a été voulu effectivement par les industriels européens qui cherchaient à diversifier leur marché. On a dit que ça a pris plus que 25 ans pour le négocier. C'est ce qui était lié plus aux pays d'Amérique latine que côté européen. Mais il n'est pas vrai que les industriels français n'ont rien à gagner. Les constructeurs automobiles allemands construisent déjà aussi en Amérique latine. Ils ont des usines, mais quand même, le fait d'avoir un accès beaucoup plus libre au marché et d'avoir moins de barrières douanières est très important. Et je pense que les débats français révèlent aussi le peu de courage et d'impact dans le débat sur l'avenir économique de la France
qu'ont les industriels, parce qu'on les a pas entendus, on n'a pas entendu non plus de façon déterminée le MEDEF. Et je pense que ça interroge quand même sur la place qui revient dans l'imaginaire français à l'agriculture et qui ne correspond absolument pas, quand on regarde froidement les chiffres du PIB français, à la place qu'a l'agriculture et qu'a tout ce qui en relève, les emplois. Cet oubli de l'industrie et se complaire à parler de la désindustrialisation française comme si c'était un état de fait et qu'on ne pouvait pas en sortir, personnellement, ça m'inquiète beaucoup parce que ça voudrait dire qu'on refuse toute stratégie de regarder vers l'avenir et de voir comment on peut éventuellement retrouver le chemin des emplois industriels, et c'est certainement en s'ouvrant des nouveaux marchés. Alors, il y a bien sûr aussi, on en a très peu parlé, mais je trouve quand même la France est un des rares pays en Europe qui a une vraie vision géopolitique et qui l'exprime à maintes reprises, et ça c'est tout à son honneur. L'Allemagne est beaucoup moins présente dans ce débat, mais je trouve assez catastrophique que justement la France ayant une vision géopolitique et appelant à raison de s'émanciper de la dépendance des États-Unis, de s'émanciper de la dépendance pour le commerce extérieur de la Chine, et également de trouver des moyens de s'insérer dans ce nouveau monde où toutes les règles qu'on croyait établies sont remises en question, que juste en ce moment-là, la France dise non à justement une stratégie qui est prometteuse pour s'allier des pays qui sont en même temps exposés aux changements introduits par le président Trump en Amérique du Nord. Antoine Fouché. Pour poursuivre la discussion, par rapport à ce qu'ont dit mes précédents collègues, est-ce que par rapport à ce qu'a dit Nicole, est-ce que là, en fait, le Mercosur représenterait, ou l'opposition au Mercosur serait l'expression d'une forme d'alternative à la mondialisation ou de refus de la mondialisation que la France proposerait? Si c'était vrai, je pense que ça serait une très très bonne nouvelle, mais j'y crois pas un instant pour la raison suivante, qui est que en matière d'opposition à la mondialisation, nous sommes peut-être, nous Français, des croyants, mais absolument pas des pratiquants. Parce que nous sommes l'un des peuples européens qui profitons le plus de la mondialisation, et pourquoi pas, il y a aucun jugement moral dans ce que je dis, mais c'est nous qui sommes le plus ouverts aux importations industrielles. Le débat sur Chine l'a montré il y a quelques mois. C'est nous qui avons la balance commerciale agricole, qui part le plus haut certes, mais qui se dégrade le plus des 27 depuis 20 ans, ce qui veut dire que depuis 20 ans, nous sommes le peuple d'Europe qui préférons le plus consommer des produits mondialisés que des produits français. Et donc, on est vraiment, on pourrait multiplier les exemples, on est vraiment un peuple qui, en matière de refus de mondialisation, on fait des manifs, mais ensuite, derrière, on va chez Chine. Le deuxième, par rapport à ce que dit Marc-Olivier sur, oui, mais il faut quand même, on doit pouvoir concilier en fait écologie et compétitivité agricole. Je suis complètement d'accord, et bien sûr, on n'a pas attendu ce matin pour donner des subventions. Mais je parlais pas de la PAC là. Je parlais du fait que nous, Français, me semble-t-il, dans tous les rapports européens, c'est pas contesté, nous avons, et en un sens c'est à notre honneur, les normes les plus exigeantes en matière de production agricole, ou les normes écologiques les plus exigeantes. Et par ailleurs, notre modèle de financement de protection sociale fait que nous avons l'un des coûts du travail les plus élevés. On ne peut pas demander à n'importe qui, mais c'est pas des Français, ce serait des Allemands, des Brésiliens, des Américains, c'est partout. On ne peut pas, dans un marché ouvert, avoir plus de normes et plus de coûts que ses compétiteurs dans un marché ouvert. C'est pas possible. Parce que ça veut dire, soit à un moment donné, que il y a une préférence nationale pour la production nationale, même si c'est plus cher et pas mieux, c'est pas ce qu'on fait. Soit il faut compenser. Et là, je parle de subventions nationales qui compensent les normes pour, t'as donné l'exemple des oiseaux, pour, par exemple, la protection des oiseaux. Mais si on leur demande de respecter davantage qu'ailleurs en Europe, telle ou telle norme, il faut qu'on les compense ou alors qu'on les abandonne. Mais
on ne peut pas leur demander, avec plus de contraintes et plus de coûts, d'être aussi cher ou d'être compétitif. Et le dernier point, juste Philippe, en 30 secondes, par rapport à ce qu'a dit Michaela, je pense qu'on se raconte quand même des histoires un petit peu sur le fait que l'Europe représenterait une alternative au modèle de Trump qui revient sur les droits de douane, etc. Pour une raison là aussi d'ordre de grandeur. C'est que le Mercosur, c'est pas un accord qui va changer la face du commerce mondial. Le Mercosur, c'est le 10e partenaire de l'Europe. On exporte vers le Mercosur 2 fois moins que vers la seule Turquie. Donc, quand même, c'est peut-être que c'est symbolique, mais en même temps, le commerce, c'est du business et des ordres de grandeur. Et sur les ordres de grandeur, dans les flux commerciaux mondiaux, le Mercosur ne va rien changer. Nicole Desautres. Oui, 2 points très rapidement. D'abord, d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la responsabilité des administrations françaises de surenchérir toujours sur les normes européennes et de mettre l'agriculture dans une espèce de seringue inévitable. Il faut supprimer le surplus de normes que l'on ajoute aux normes européennes et militer d'ailleurs pour que les normes européennes soient un tout petit peu moins contraignantes. Mais mon deuxième point, c'est pour répondre à Michaela. Je n'accepte pas du tout l'argument qui est très bien façonné par la Commission et par les partisans du Mercosur, qui est de dire, à un moment où Trump, effectivement, devient un homme dangereux, il faut s'allier avec d'autres et il faut ouvrir le marché européen à ces pays du Mercosur qui représentent en plus pour la France un tremplin de puissance géopolitique. Je ne crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que Trump n'arrête pas de dire, dans cette nouvelle doctrine Monroe, que l'hémisphère américain, c'est à lui. Et donc, je ne vois pas comment on peut utiliser l'argument qui dit que le Mercosur est une réponse à l'emprise de Trump sur le commerce mondial, à un moment où Trump dit lui-même que l'Amérique latine, c'est l'emprise américaine. C'est une nouvelle doctrine Monroe. À la limite, on ferait un accord avec l'Inde, ça aurait du sens. Mais un accord de Mercosur comme argument pour dire que c'est une alternative à la mainmise de Trump sur le commerce mondial, pour moi, c'est véritablement contradictoire. Ça n'a pas de sens. Marc-Olivier Padis. Oui, très brièvement, pour répondre à Antoine, la question des coûts de production. Quand vous achetez 1 kilo de pommes, combien va au producteur ? C'est moins de 20%. Et donc le reste, c'est où ? Il y a des acteurs du monde agricole dont on ne parle jamais. C'est les coopératives agricoles et les centrales d'achat. Une fois, j'ai eu l'occasion de poser la question à la présidente de la FNSEA, je ne sais pas si vous vous souvenez, la précédente, quelqu'un de très éloquent et de très vocal, comme on dit aujourd'hui. Et je lui ai dit, entre le producteur et le consommateur, il y a qui exactement ? Et là, curieusement, elle était aphone. Michaela Wiegel. Oui, alors je voulais juste répondre au reproche ou à l'argument de Nicole. Alors, je ne crois pas qu'on doit considérer le Mercosur comme une alternative à la doctrine Monroe. Mais en revanche, est-ce qu'on doit se soumettre d'office à la doctrine Monroe parce que Trump a dit que c'était son hémisphère? Désormais, on doit se plier à cette vue de Trump, ou est-ce qu'on doit essayer, et le Mercosur est une façon de le faire, par exemple, d'intensifier le commerce avec le Brésil. Je pense, et d'ailleurs, ça répond un petit peu à ce qu'Antoine a dit. Je pense pas non plus que le commerce mondial soit quelque chose de statique. L'Allemagne en sait quelque chose parce que quand on regarde les relations commerciales entre l'Allemagne et la Chine, on peut dire que l'évolution est assez faramineuse et c'est absolument pas quelque chose où on peut dire aujourd'hui que ça changera rien. Et je pense, et ça c'est l'argument pour moi le plus parlant, Nicole a bien mentionné l'Inde, je crois que là, le nom français pèse énormément sur nos tentatives européennes de conclure d'autres accords de libre-échange, notamment avec l'Inde. Et quand on voit donc le psychodrame français autour du Mercosur, on se dit mais comment on va faire avec cette France-là? Comment on va pouvoir conclure d'autres accords de libre-échange? Et je crois que c'est ça qui est malheureusement le plus néfaste dans ce qui se passe. Parce que encore une fois, le nom français n'a aucun impact sur la mise en œuvre du Mercosur. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avons retenus,
qui est le sujet de la situation en Iran et la question de savoir qui est aujourd'hui aux côtés de l'actuel régime iranien et qui est aux côtés des rebelles. La contestation déclenchée le 28 décembre par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran en raison de la chute vertigineuse du rial qui a perdu en un an plus de la moitié de sa valeur face au dollar, cette contestation s'est rapidement étendue à tout le pays et elle a pris une tournure politique avec des appels à la chute de la République islamique. L'économie iranienne est minée par les sanctions internationales ainsi que par des années de mauvaise gouvernance et de corruption endémique. Le dossier nucléaire est dans l'impasse. Les négociations sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, privant Téhéran de toute perspective de lever des sanctions. Après des menaces répétées de Donald Trump d'intervenir militairement, si la répression du mouvement de contestation en Iran se poursuivait, une répression qui aurait fait des centaines, voire des milliers de morts, selon les ONG, le régime iranien a riposté lundi en faisant descendre dans les rues des milliers de ses partisans dans la capitale. Selon l'analyste iranien Ramzeh Safavi, une partie des élites du pays réfléchit aux moyens de réorienter le pouvoir vers une ligne plus modérée. Le président américain a promis son aide aux manifestants, mais Washington hésite sur les moyens et l'objectif même d'une intervention. Lundi, la Maison-Blanche avait affirmé que la possibilité de frappes aériennes pour mettre fin à la répression était toujours sur la table, mais que la diplomatie demeurait la première option. Mardi, le président américain a annoncé le gel de tout contact bilatéral et décrété la mise en place de taxes douanières punitives de 25% contre tout pays commerçant avec l'Iran, une mesure susceptible de frapper notamment la Chine, principal partenaire commercial de Téhéran. La Chine qui défendra résolument ses intérêts, a répondu Pékin. En Israël, le 5 janvier, la presse a annoncé la validation par le Premier ministre et son cabinet de sécurité d'une opération contre l'Iran baptisée Iron Strike. Toutefois, l'État hébreu cherche à éviter toute déclaration qui pourrait offrir au régime des Mollahs l'ennemi extérieur dont il a besoin pour se ressouder. L'Union européenne est pour l'instant restée dans le registre de la condamnation, évoquant cependant de possibles nouvelles sanctions contre Téhéran. Emmanuel Macron, le chancelier Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont appelé les dirigeants iraniens à la retenue. Le chancelier est allé un peu plus loin lundi en condamnant fermement la violence du régime. Allié de Téhéran, Moscou poursuit sa coopération, notamment militaire, avec Téhéran, mais veille à ne pas sacrifier son rapprochement avec l'Amérique de Donald Trump sur l'autel d'un soutien plus poussé à la République islamique aux abois. En juin dernier, déjà pendant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, Téhéran avait appelé à la rescousse Moscou, qui s'était contenté de bonnes paroles. Cette retenue semble toujours à l'œuvre du côté russe. Sur cette question, Nicole Nesotto. Oui, il est très difficile, effectivement, de savoir ce qui se passe en Iran, mais on peut essayer de tracer une cartographie du comportement des acteurs extérieurs, essentiellement Chine, Russie, Israël, États-Unis et après Turquie et Arabie Saoudite, etc., mais au moins les grands acteurs. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec d'abord 3 remarques générales. Premièrement, l'Iran, c'est le centre tellurique de la planète. Ça n'est pas simplement un risque pour le Moyen-Orient. C'est un risque pour toutes les régions parce que sont en jeu aussi bien des questions de sécurité maritime, le détroit d'Ormuz, nucléaire, la prolifération nucléaire, que des questions énergétiques, le prix du pétrole, et puis que des questions proprement militaires, risque de guerre ou pas. Donc c'est un enjeu majeur. Deuxièmement, tous les acteurs extérieurs aujourd'hui adoptent la même attitude qui est celle d'une extrême retenue, extrême prudence. Vous l'avez dit, Philippe, Trump avait commencé à dire « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis il s'est absolument calmé dans la nuit du mercredi dernier. Et enfin, 3e remarque générale, ça n'est pas la démocratie et la lutte contre la dictature qui est le souci numéro 1 des acteurs extérieurs. Ayant dit cela, je crois qu'on peut distinguer 2 clans de pays. Il y a premièrement 2 pays qui sont pour le maintien du régime, pour le statu quo et donc contre
la révolution en cours en ce moment en Iran, ce sont la Chine et la Russie pour des raisons différentes. Donc pour ces deux pays, c'est surtout pas de regime change. La Chine, parce qu'elle regarde son approvisionnement pétrolier, la Chine achète par jour 1,8 million de barils de dollars à l'Iran. La Chine vient de perdre une grande partie de son approvisionnement vénézuélien, qui possédait la plus grande zone de réserve au monde en matière de pétrole, c'est le Venezuela. Elle a besoin donc de garder son approvisionnement via l'Iran. Elle a besoin que le détroit d'Ormuz reste complètement ouvert et sûr. Et donc la Chine, ils sont intervenus en cette... la Chine demande uniquement aucune intervention extérieure. Ce que veut la Chine, c'est que les choses restent comme cela, et surtout pas d'intervention extérieure pour faire tomber le régime. Pareil pour la Russie, mais c'est plus compliqué pour les Russes parce qu'ils ont signé un partenariat stratégique avec l'Iran en février de l'année dernière, 2025. Mais les Russes également sont en position de faiblesse sur la région. Ils ont perdu la Syrie, puisque le nouveau président syrien essaye de se rapprocher des États-Unis. Et donc, ils veulent garder le partenariat stratégique avec l'Iran. Ils ont besoin d'un régime stable pour cela, plutôt que de voir s'installer en Iran un nouveau gouvernement plutôt pro-occidental, plutôt pro-américain. Et donc, les Russes sont également favorables au maintien du régime, même s'ils font attention, effectivement, à ne pas fâcher les États-Unis si jamais ils soutenaient trop les Iraniens. Mais on voit qu'il y a là deux puissances du statu quo, du régime reste, si je puis dire. En revanche, il y a deux pays qui sont pour le régime change, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quel régime, quel changement choisir. Ce sont Israël et les États-Unis. Pour Israël, je crois, Israël a qu'une seule obsession, c'est la bombe nucléaire iranienne. Et donc, l'Israël regarde l'évolution de la situation en Iran en fonction uniquement de ce critère, et toute évolution qui pourrait diminuer la menace nucléaire iranienne, à mon avis, sera bien acceptée par Israël. Mais il y a deux scénarios pour ça, à mon sens, dans la stratégie israélienne. Le premier scénario, ce serait effectivement celui d'un vrai changement de régime en Iran, avec un régime pro-occidental, pro-américain. C'est pour ça que la carte Reza Pahlavi, le fils du Shah, est une carte qui n'est pas négligeable pour Israël, parce qu'il est effectivement très pro-américain, très pro-israélien, et il pourrait être un personnage de transition après la chute des Mollahs. Mais ce scénario qui pourrait avantager Israël, il y a quand même deux caveats. C'est que son père voulait la bombe. C'est quand même le Shah qui a commencé l'ambition nucléaire iranienne. Et donc, ce scénario, à mon avis, n'est pas le scénario favori d'Israël. Le scénario favori d'Israël, ce serait un chaos continu, un petit chaos iranien continu, mais maintenu, contrôlé, pour éviter que l'Iran ne devienne une grande puissance. Si je peux dire un mot sur les États-Unis, Philippe, je crois que le rêve de Donald Trump, c'est d'avoir à la fois le Venezuela et l'Iran, c'est-à-dire toutes les réserves de pétrole et de gaz du monde, sous la houlette américaine. C'est pour ça que aussi les Américains soutiennent fortement le fils du Shah. Mais la difficulté pour Donald Trump, c'est que premièrement, il a été élu sur une promesse de ne plus faire d'intervention extérieure. Or là, c'est pas le Venezuela. Il faudrait quand même mettre le paquet pour avoir un changement de régime et installer Reza Pahlavi au pouvoir. Et que deuxièmement, il y a un vrai risque de débordement, de guerre régionale. Donc les Américains, à mon avis aussi, pour l'instant, donc, sont sur l'incertitude et le statu quo. C'est pour ça que, en définitive, la seule solution doit et peut venir de l'intérieur, en sachant que tous ces acteurs ont chacun des ambitions pétrolières et stratégiques absolument phénoménales. Michaela Wiegel. Oui, je crois qu'il faut en supplément alerter sur le fait que tout ce que nous savons sur ce qui se passe au sein même de l'Iran actuellement, on peut que le deviner parce que Internet est toujours coupé et que autant le nombre de victimes, autant de ce qui se passe à l'intérieur, nous sommes dépendants des organisations qui ont des contacts, les conversations téléphoniques visiblement été pour partie rétablies, mais on n'a pas encore une vue d'ensemble de l'ampleur et surtout de
de la continuité des protestations. On a aussi maintenant conscience qu'une opération chirurgicale, en quelque sorte, comme les États-Unis l'ont menée contre Maduro au Venezuela, n'est pas quelque chose qui peut se faire en Iran. Se rajoute à cela le fait qu'actuellement, les États-Unis n'ont pas de porte-avions, des bases si proche de l'Iran pour pouvoir mener une opération d'ampleur. Et je crois que Nicole l'a mentionné, il est très clair aujourd'hui que le cas de l'Iran met face à face les deux camps qui composent le camp Trump, c'est-à-dire un camp MAGA qui est absolument pas preneur des interventions à l'étranger et qui est déjà très remonté suite à ce qui s'est passé au Venezuela, qui avait vu d'un mauvais œil, vous l'avez vu, quand Trump a permis à Israël, avec son aide en juin 2025, de bombarder l'Iran. Et donc, on a l'impression, face à l'autre camp autour de Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, qui représente un petit peu la vieille classe républicaine qui s'est ralliée à Trump, mais qui reste dans son cœur interventionniste. Là, sur l'Iran, c'est vraiment pour l'instant le camp MAGA qui gagne. Et c'est d'autant plus troublant que Trump, dans ses propres tweets, avait quand même appelé le peuple iranien de continuer à se soulever en disant l'aide est en cours. Donc là aussi, on voit une responsabilité forte des Américains qui n'est pas assumée. Et un dernier petit point, je pense pour comprendre la retenue de la France et de concert, parce que c'est très concerté de l'Allemagne, il joue un très grand rôle que Cécile Kohler et Jacques Paris sont depuis novembre 2025 en résidence surveillée à l'ambassade de France à Téhéran, et que côté Paris, on a très peur que le processus de négociation de libération pourrait encore échouer. On sait que l'ambassade a aujourd'hui retiré tout le personnel essentiel, et donc on imagine la situation d'angoisse pour Cécile Kohler et Jacques Paris, d'autant plus que en quelque sorte, le procès miroir vient de s'ouvrir à Paris contre cette Iranienne, j'écorche son nom, mais Madieh Esfandiari, et qui devait être en quelque sorte l'objet d'échange pour libérer Cécile Kohler et Jacques Paris. Marc-Olivier Padis. Oui, pour le dire d'un mot, moi je résumerais la situation en disant que l'Iran est très affaibli et que ça convient à peu près à tous ses voisins et et aux grandes puissances. D'abord, le pays est très affaibli parce que le régime a perdu son idéologie religieuse et révolutionnaire. Plus personne n'y croit à l'intérieur du pays. C'est un pays qui tient simplement par les intérêts des gardiens de la révolution, des bassidjis, de l'armée, du clergé, etc. Mais il y a plus de force idéologique très grande. Deuxièmement, il a perdu sa capacité de nuisance régionale avec la disparition de ce qu'on appelait l'arc chiite, donc toutes les milices qui étaient subventionnées par l'Iran, à la fois donc au Liban, en Syrie, etc. Donc, avec l'effondrement de la Syrie et puis l'action d'Israël au sud du Liban, ont été très très affaiblis. Et le régime n'a toujours pas la bombe. Et en plus, son économie est complètement effondrée. Donc le pays est très très affaibli. Et ça convient à peu près à tout le monde.
La Chine aime beaucoup les alliés très très faibles. Ils ne cherchent pas du tout des interlocuteurs puissants. La Russie, elle est plus ou moins proche de l'Iran, mais ça permet surtout de lui dire qu'elle fait partie d'un contre-modèle mondial. Mais en réalité, il y a très peu d'intérêts géopolitiques communs entre l'Iran et la Russie. Pour l'Arabie saoudite, c'est un Iran affaibli, c'est absolument l'idéal. Et d'ailleurs, l'Arabie saoudite a rétabli des relations diplomatiques normales avec ce pays, alors qu'ils sont idéologiquement très opposés. Et puis, Israël, bien sûr, finalement, a un grand intérêt plutôt à un régime actuel très très affaibli qu'à un changement de régime qui pourrait être tout à fait imprévisible. L'Iran continue à dire que son objectif, c'est la destruction d'Israël. Donc, Israël peut dire il y a une menace existentielle pour moi. Donc, nous avons le droit d'agir différemment sur la scène internationale en raison de cette menace très particulière qui pèse sur nous. Mais on a vu dans ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, où Israël et les États-Unis ont bombardé l'Iran, que l'Iran était incapable de répliquer. Il n'y a plus de force aérienne, il n'y a plus de batterie anti-aérienne en Iran, et donc le pays est complètement exposé, complètement ouvert, et y compris d'ailleurs du point de vue du renseignement. Et dernier point de ce petit tour d'horizon, ce qui est quand même incroyable, c'est la situation américaine. C'est-à-dire que là, on voit l'improductivité complète de la position de Trump, de dire « je suis un acteur génial, imprévisible ». Oui, ben alors s'il est imprévisible, personne ne peut construire une stratégie sur la parole du président américain. Donc quand il dit « allez-y, on va vous soutenir », là, c'est vraiment odieux, parce que c'est envoyer les gens à la mort comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, Reza Pahlavi joue un rôle de ce point de vue-là qui est quand même très, très ambigu, de dire aux gens « sortez de chez vous ». Et maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Et bon, maintenant qu'il y a la répression, on l'entend plus beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que cette idée, on voit la nullité complète de la stratégie internationale de Trump. C'est-à-dire, on peut rien construire sur cette idée que c'est lui qui décide de tout et qui peut changer d'avis du jour au lendemain. Donc, malheureusement pour le peuple iranien, je pense que le statu quo va se prolonger assez longtemps. Antoine Fouché. Oui, dans le prolongement de ce qu'a dit Nicole, moi je voudrais insister simplement sur l'importance mondiale symbolique de ce qui se joue en Iran aujourd'hui, sur 2 points. Le premier point, c'est que 1979, avec au début de 79 la révolution islamique en Iran et à la fin de 79 l'invasion de l'URSS en Afghanistan, c'est considéré comme l'année qui libère l'énergie islamiste dans le monde et qui ouvre la période dans laquelle on est encore aujourd'hui, avec cette énergie-là qui va en Afghanistan, puis dans les Balkans, puis au Moyen-Orient, puis en partie en Europe. Et donc il y aurait une importance, me semble-t-il, symbolique extraordinaire à ce que le pays d'où s'est libéré cette énergie-là soit renversé et que, en un sens symbolique là aussi, le foyer s'éteigne. Et la deuxième importance aussi pour nous, peut-être occidentaux, de ce qui se passe là-bas, c'est que c'est aussi à partir de la révolution de 79 en Iran qu'on a commencé à se demander en Occident si la sécularisation était vraiment un mouvement inéluctable et si on allait sortir de la religion, d'abord en Occident et après dans le monde entier. On s'est dit, est-ce que, c'est là où on a commencé à ressortir la phrase de Malraux, le 21e siècle sera religieux. Et je pense que de ce point de vue-là, dans le débat qu'on peut avoir aussi au XXIe siècle sur l'idée que peut-être que le XXIe siècle sera un siècle de retour du religieux, et pas seulement de l'islam, mais de l'ensemble des religions qui reprennent du poil de la bête en Occident et partout dans le monde. Si il y avait si en Iran se passait exactement l'inverse de ça, tout dépend évidemment de l'issue de la révolution contre la révolution qui se joue en ce moment. Je pense qu'aussi ça changerait notre grille de lecture, pas seulement en Iran, mais peut-être aussi mondial, en se disant que ce mouvement du retour du religieux, pour le coup, il a rien d'inéluctable, comme n'avait rien d'inéluctable peut-être la sécularisation à laquelle on croyait à la fin du XXe siècle.
Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais introduire en incitant, comme l'avait fait avant moi à ce micro même Lucille Schmitt, à aller voir l'exposition au musée Carnavalet qui s'intitule Les gens de Paris 1926-1936, exposition qui est encore ouverte jusqu'au 8 février. C'est une exposition tout à fait originale puisqu'elle est faite à partir du recensement de la population qui vivait à Paris entre 1926 et 1936, et à partir de ce recensement, les commissaires de l'exposition ont établi un certain nombre d'informations et d'illustrations sur la population parisienne, la comparaison entre hier et aujourd'hui, mais aussi sur les enfants, sur le Paris par quartier, sur Paris par dynamique professionnelle, sur les médias, sur la culture de masse et sur les rencontres entre les habitants. Alors, c'est une exposition, il faut y aller parce que c'est agréable et que ça vous met en appétit, mais il faut acheter le catalogue. Il est pas très cher et c'est vraiment le catalogue qui donne toute la substance, toute la moelle substantifique de cette exposition qui est un remarquable travail dont on espère qu'il pourra, tous ceux qui s'intéressent à Paris et à son histoire, espèrent que ce travail pourra être continué pour des périodes antérieures et pour des périodes postérieures. Marc-Olivier Padis. Comme nous sommes à Sciences Po, j'ai deux mots. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour Jean-Luc Domnac, qui nous a quittés la semaine dernière, spécialiste de la Chine contemporaine. Il a longtemps été enseignant ici à Sciences Po Paris, où il a également dirigé le CERI, le Centre de recherche international, de 1985 à 1994. Et puis, il a été directeur scientifique de Sciences Po. C'est l'auteur de nombreux livres sur la politique chinoise contemporaine. Il a notamment travaillé tout au long de sa carrière sur le goulag chinois et les camps de travail. C'était une personnalité entière, active, chaleureuse, sans concession et engagée. Et je voudrais ensuite faire une recommandation de lecture en parlant d'un auteur qui a également travaillé de nombreuses années à Sciences Po Paris, Bernard Manin, qui a disparu en 2024. Il a publié un ouvrage classique, une lecture incontournable pour tous les étudiants en sciences politiques, les principes du gouvernement représentatif. J'avais aussi parlé dans une précédente émission d'un recueil d'articles sur Montesquieu, qui était tout à fait passionnant. Et là, je voudrais parler d'un autre versant tout aussi important de ces recherches qui a porté sur la démocratie délibérative. On peut désormais retrouver en volume, grâce aux éditions Hermann, l'ensemble de ces articles sur ce sujet qui a été dispersé jusqu'à ce jour dans un volume simplement intitulé « La délibération politique », que je recommande donc vivement. Dans ce travail, il a remis en avant la dimension délibérative de la démocratie, alors que celle-ci est trop souvent réduite au vote et au moment de l'élection. Il a mis en valeur le fait que la valeur du vote ne vient pas seulement de la nécessité de formuler des préférences ou de trancher un choix, mais aussi de ce qu'il est précédé d'un examen contradictoire des propositions politiques qui permet aux citoyens de se forger une opinion et de se faire entendre sa voix. Cela reste plus que jamais une lecture indispensable. Nicole Desautos. Alors moi, ma brève sera littéraire, mais elle est quand même en résonance avec les délires du monde dans lequel nous vivons. C'est le dernier roman de Laurent Godet, Zem, qui a été publié au mois d'août aux éditions Actes Sud, et c'est le tome 2 d'une dystopie qu'il avait commencé il y a 3 ans, 2022, avec un premier tome qui s'appelait Chien 51. Et que nous raconte Laurent Godet dans cette histoire, c'est une fiction sur le stade ultime de la mondialisation économique, avec tout simplement la disparition du politique et le monopole du marché dans la gestion des individus. Et donc, c'est l'histoire d'un gros groupe qui s'appelle Goldtex, qui achète des pays. Et là, il a décidé d'acheter la Grèce pour y faire son siège social, parce que les pays n'existent plus. Et il soumet la population à un esclavagisme très moderne, très virtuel, à base d'images complètement virtuelles, sans douleur physique, mais vraiment avec un esclavagisme forcé. Et donc,
voilà, c'est un livre absolument passionnant parce que tous les détails sont concrets, alors que toute l'histoire est complètement folle, effrayante. Mais les détails sont tellement concrets que Laurent Godet arrive à nous faire percevoir que cette dystopie qu'il est en train de créer, ce monde abominable qui fait penser à ce film génial Blade Runner, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, que ce monde atroce qu'il décrit, sera notre avenir, tellement il arrive à rendre concrets et familiers les détails de ce roman. Michaela Wiegel. Je voudrais recommander un livre qui a été écrit par un professeur, mais qui n'enseigne pas à Sciences Po, mais il porte le même nom que le cher Philippe Meyer, Thomas Meyer, et qui est exposé dans la librairie de Sciences Po. Ce qui m'a fait plaisir, c'est une nouvelle biographie de Hannah Arendt et qui a le mérite de consacrer beaucoup de place à sa période parisienne, qui a été souvent un peu oublié parce qu'on on s'est plus concentré sur ses écrits à New York. Et donc je recommande vivement ce livre qui était publié en Allemagne il y a déjà un an, mais qui vient de paraître en français. Antoine Fouché. Oui, je voudrais recommander non pas un livre, mais un podcast et d'un enseignant ici à Sciences Po, Hugo Micheron, qui a fait avec Thomas Negarov 6 émissions de 15 minutes qui s'appellent Djihadisme, anatomie d'une menace, et qui est absolument passionnant parce que d'abord il raconte l'histoire de la diffusion de l'idéologie djihadiste de l'année 79 justement jusqu'à nos jours. Comment est-ce que cette idéologie-là se diffuse par des individus qui voyagent au gré des crises, des guerres dans le monde, et du coup, il en arrive, même si c'est pas du tout l'objet du podcast, mais il en arrive à démonter un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir, de droite comme de gauche, sur le djihadisme en France et en Occident, je pense, d'une manière générale, et j'en cite juste 2, d'un côté comme de l'autre. Il montre, même si encore une fois c'est pas l'objet du podcast, mais il montre que le djihadisme n'a rien à voir avec le nombre et l'intensité de la communauté musulmane dans un endroit. Ce n'est pas là où il y a le plus de musulmans, où les musulmans sont le plus pratiquants qu'on ait le djihadisme. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir non plus avec la pauvreté. Ce n'est pas du tout là où les gens sont les plus pauvres que le djihadisme s'est développé. Et donc, c'est absolument passionnant. C'est 6 fois 15 minutes et ça s'écoute presque là aussi comme un polar, parce qu'on voit depuis 79 jusqu'à 2024 comment est-ce que cette idéologie se diffuse par des personnes en chair et en os dans le monde entier. Je vous remercie. Dès que le générique se sera éteint, nous allons donc commencer ce moment de discussion et d'échange avec le public. Avant quoi, je voudrais remercier le directeur de Sciences Po, Louise Vassy, de son invitation, les équipes de Sciences Po qui ont préparé et en partie réalisé cette rencontre, et je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux questions qui tournent au financement. Je remercie Arnaud Galabé qui est l'ingénieur du son de Nouvelles Écoutes, Julien Neuville qui est pour Nouvelles Écoutes notre producteur, et je vous donne rendez-vous donc mercredi pour la diffusion des échanges avec le public et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.